c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi, amor de mis amores, reina mía que me hiciste. Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix. Bonjour Eduardo. Et à la technique, Antoine. Au sommaire de cette semaine, nous allons vous parler de l'Argentine, de la Colombie, du El Salvador, parce que ça s'appelle comme ça, El Salvador, et nous allons parler aussi un peu de littérature. Je laisse la parole à Béatrix pour nous parler de l'Argentine de Milei. Oui, un extrait dans le journal Challenge. La tronçonneuse de Milei, un miracle à double tranchant. Le président libertarien d'Argentine a stabilisé l'inflation et dégagé un excédent budgétaire en réduisant drastiquement les dépenses publiques. Mais la relance de l'économie doit se confirmer et les inégalités se creusent. Javier Milei, l'admirateur de Murray Rothbard, 1926-1995, états-unien théoricien de l'anarcho-capitalisme, a déjà sacrifié plus de 30 000 emplois de fonctionnaires, coupés dans le budget des retraites, des aides sociales et des universités publiques et gratuites. On observe une forte hausse du nombre de sans-abri dans les rues. On a vu les frais de santé s'envoler depuis la dérégulation des tarifs des mutuelles et la fin de la gratuité des médicaments touchant la moitié des retraités affiliés à la sécurité sociale. Milei fascine et inquiète à la fois avec ses chiens clonés et ses saillies contre l'hégémonie woke ou les gauchistes de merde. Il n'est pas à l'abri d'un retournement du peuple, mais pour l'heure, il tient bon dans les sondages, indique Facundo Cruz, politologue à l'université de Buenos Aires. Milei et son gouvernement vont devoir trouver les moyens de relancer l'investissement productif et la compétitivité des entreprises pour assurer une croissance durable. Malgré la cure d'austérité, les mouvements sociaux restent contenus dans un pays où le blocage des routes était légion.
Tango Tango avec les bandoneons argentins. Et nous allons encore rester en Argentine pour parler de la mémoire sur la dictature qui essaie d'effacer un peu Javier Milei. Oui, des milliers de manifestants dénoncent le révisionnisme de Javier Milei sur la dictature. 49 ans après le coup d'État militaire en Argentine, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté lundi 24 mars dernier à Buenos Aires pour dénoncer le révisionnisme historique de Javier Milei sur les crimes de la dictature. Le président argentin, qui dénonce une mémoire tronquée, avait annoncé une déclassification totale des archives militaires entre 1976 et 1983. Mais beaucoup accusent le gouvernement de le faire pour relativiser les crimes des militaires. En cette journée nationale de la mémoire, le 24 mars, la place de Mai à Buenos Aires est pleine à craquer. Edgardo, 76 ans, est venu avec des photos en noir et blanc de sa belle-sœur et de son beau-frère, tous deux victimes de disparitions forcées pendant la dictature. Dans la foule, de nombreuses pancartes dénonçaient le négationnisme du gouvernement de Javier Milei, libertarien, dont l'austérité a conduit à la suppression de dizaines d'emplois au sein du secrétariat des droits de l'homme et dans les lieux de mémoire ayant autrefois servi de prison et de centre de torture. Selon un manifestant, l'intention du gouvernement est de réhabiliter la théorie des deux démons et de mettre sur un pied d'égalité les crimes de la dictature et ceux des guérilleras d'extrême gauche. Cette théorie est une invention destinée à justifier les crimes de l'État, les massacres, la torture, les viols, les 30 000 disparitions forcées, ce qu'on appelle le terrorisme d'État. Plutôt que de terrorisme d'État, Javier Milei préfère parler d'excès commis par l'État dans le cadre d'une guerre contre la subversion. Un país donde pueda elegir, que valga tu opinión, y que valga tu opinión, aunque seas un ratón, aunque seas un ratón. un país donde pueda ser yo, sin sentirse cucaracha, Ni bajarte la bombacha. ¿qué país será ese país? donde puedas trabajar sin tener que mendigar. Tango, tango, tango de papel. Baila tango, baila con tu piel. Tango, tango. Tango, tango, et on peut entendre les paroles de ce tango, tango qui dit « J'aimerais bien être dans un pays où je pourrais être libre ». C'est presque aussi une protester contre le gouvernement Milei.
Et ce tango a été composé beaucoup plus avant de l'arrivée de ces libertariens Milei. Mais nous allons vous parler maintenant de la Colombie et une histoire rigolote, enfin. Oui, c'est un extrait du journal Sud-Ouest. Le voyage solitaire du singe Yoko de Colombie au Brésil. Le dernier chimpanzé captif de Colombie s'est envolé vers le Brésil à plus de 7000 km pour rejoindre d'autres singes de son espèce dans un parc sanctuaire. Il peint, mange avec des couverts, regarde la télévision. Yoko, le dernier chimpanzé à vivre en captivité en Colombie, a été envoyé au Brésil pour rejoindre des compagnons de son espèce et mettre fin à sa solitude. À 38 ans, ce singe de la famille des hominidés, en mauvaise santé, a rejoint le plus grand refuge des primates d'Amérique latine, 250 animaux à Sorocaba, dans l'état de Sao Paulo. Yoko est un animal joueur, amateur de sucreries. Il aime aussi dessiner avec des crayons de couleur sur des grands papiers. Mais il n'a plus vu d'individu de son espèce depuis 2 ans. En 2023, ses seuls congénères, encore en captivité en Colombie, une femelle et un mâle, se sont échappés du refuge et ont été tués après quelques heures de cavale. Le chimpanzé est considéré comme une espèce en danger par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Cette espèce vit entre 40 et 45 ans et peut atteindre 60 ans avec des soins professionnels. La Colombie devient le premier pays au monde à ne plus détenir aucun grand primate en captivité. Oui, on peut ajouter que la Colombie possède la deuxième plus grande biodiversité au monde. Mais bien qu'on y trouve des singes comme les tamarins ou les capucins, il n'y a pas de grands primates comme les gibbons, les orang-outans et les gorilles ou les chimpanzés. Voilà ce qu'on peut dire de cette histoire de ces singes voyageurs.
Vous êtes bien de l'écoute de l'émission L'Haute Amérique sur le son des radios libres en Périgord. Et nous allons partir à un pays d'Amérique centrale, El Salvador. C'est un sujet très, très complexe. Et Concernant oui. la rude détention des membres de gangs. Autorisés à ne quitter leur cellule que 30 minutes par jour, privés de visite et contraints de dormir sur des lits en acier sans matelas, telles sont les conditions de vie dans le centre de confinement du terrorisme de Tecoluca. Destiné aux détenus vus comme les plus dangereux, le centre de confinement du terrorisme, inauguré en janvier 2023, est considéré comme la plus grande prison d'Amérique latine. Symbole de la guerre contre les gangs que le président salvadorien Nayib Bukele mène depuis mars 2022. L'établissement est installé à 75 km de la capitale, San Salvador. Étendu sur 166 hectares, où sont construits 8 pavillons de 32 cellules aux espèces barres d'acier, le centre est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras, 1000 agents pénitentiaires, 600 soldats et 250 policiers anti-émeutes. Le directeur de la prison, Belamino Garcia, a déclaré « Ces hommes sont des psychopathes qu'il est très difficile de réhabiliter et c'est pourquoi ils sont ici. Une prison de sécurité maximale dont ils ne sortiront jamais. » Vêtus de t-shirts et de bermudas blancs, ces hommes ne quittent leur cellule que pour les audiences qui se déroulent virtuellement dans une des salles aménagées dans la prison ou pour faire de l'exercice en intérieur à raison d'une demi-heure par jour. Leur repas se compose essentiellement de haricots ou de pâtes, mais jamais de viande sur ordre du gouvernement. Oui, El Salvador. Mais il n'y a pas que les prisons. Nous allons parler un peu de la culture parce que El Salvador a aussi, évidemment, un côté culturel et très ancien. Il y a une période précolombienne, mais maintenant on va parler justement de culture. S'inspirant des influences indigènes, coloniales, espagnoles et africaines, une population composite s'est formée à la suite de mariages mixtes entre les autochtones, les colons européens et les Africains réduits en esclavage. L'Église catholique joue un rôle important dans la culture salvadorienne. L'archevêque Oscar Romero est un héros national pour son rôle dans la résistance aux violations des droits de l'homme qui se produisaient à l'approche de la guerre civile salvadorienne. La peinture, la céramique et le textile sont les principaux médiums artistiques manuels. Manlio Argueta est un des écrivains importants du Salvador. À la fois poète et romancier, c'est surtout dans la prose qu'il s'est illustré en obtenant le prix centro-américain du roman Pour el Valle de las Hamacas. Ces romans mettent en lumière les situations et les caractères humains d'un Salvador meurtri sans que jamais la revendication n'occulte l'équilibre de la structure narrative. Dans son roman Un día en la vida, le récit fait à la première personne par une modeste paysanne, on plonge dans la vie des campagnes salvadoriennes, leur misère mais aussi leur joie. La violence apparaît par la présence obsédante de la autoridad, les policiers qui mettent en coupe réglée le pays et commettent les pires exactions. La langue populaire des paysans, simple et imagée, permet d'atteindre à une vision pleine
de tendresse et d'humour, en dépit de l'oppression face à laquelle il y a impuissance, mais non résignation. Voilà, nous allons parler dans notre dernière minute de l'émission L'autre Amérique un peu de littérature. Dire adieu à sa sœur invisible. Le livre d'Aïcha résulte d'une longue maturation de l'écrivaine Silva Aguilar pour se résigner à la perte de sa sœur convertie à un islam rigoriste. Brillante, indépendante, engagée dans les mouvements contestataires étudiants, puis dans des études doctorales d'économie, la jeune Patricia avait devant elle un avenir prometteur. Une poignée d'années après avoir quitté le domicile familial au Mexique pour étudier en Angleterre, la voilà mariée, convertie à l'islam, dotée d'un prénom musulman et le corps couvert de la tête aux pieds. Elle abandonne ses ambitions professionnelles et rompt bientôt tout contact avec les siens. Comment est-elle en arrivée là ? Comment composer avec cette absence ? La question ronge sa sœur, la romancière Silvia Aguilar, née en 1973 à Hermosillo, dans le nord du Mexique. Elle avait 7 ans lorsque sa sœur aînée, de 14 ans, a quitté la maison. 12 ans la dernière fois qu'elle l'a vue. Alors en visite avec son nouvel époux, un Turc nommé Sayed, la jeune mariée n'avait plus rien à voir avec celle que les siens avaient connue, écrit Silvia Aguilar dans le livre d'Aïcha. Dans son roman, elle tente de reconstituer à travers des fragments l'itinéraire de la jeune femme et la déflagration provoquée par sa transformation radicale. À la moitié de processus d'écriture, Silvia Aguilar indique qu'elle s'est rendue compte qu'elle ne parviendrait jamais à saisir complètement pourquoi Patricia était devenue Aïcha, cette autre à jamais étrangère, que trop d'inconnus et de silence maintiendraient toujours à distance. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Llevo el sur, como un destino del corazón. Soy del sur, como los aires del bandoneón. Sueño el sur, inmensa luna, cielo al revés. Busco el sur, el tiempo abierto y su después. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sur, como tu cuerpo en la intimidad. Te quiero, sur, sur, te quiero.
j'y reviens aussi comme on revient toujours à l'amour. C'est ça que nous chante Vuelvo al Sur. Notre émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir des aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des informations et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto. Vuelvo al sur, como se vuelve siempre al amor. Vuelvo a vos, con mi deseo, con mi temor. Quiero el sur, su buena gente, su dignidad. Siento el sol como tu cuerpo en la intimidad. Vuelvo al sur, llevo el sur, te quiero sol.